Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Dassini qui a fondé Verifoodie. Bonjour Aurélie. Bonjour Benjamin. Bienvenue. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire comment tu es arrivé à la tête de Verifoodie, s'il te plaît? Alors moi j'ai une formation d'ingénieur logistique. J'ai fait des études de chinois et au bout de 5 ans dans l'industrie pas agroalimentaire en tant que responsable logistique, j'en ai eu marre et j'ai changé de métier. J'ai fait un CAP de cuisine, un CAP de pâtisserie. Je me suis formée chez des chefs étoilés dans le but de monter une école de cuisine que j'ai montée il y a 18 ans. Et cette école de cuisine, elle a évolué au cours des années pour devenir, il y a 5 ans, enfin 7 ans exactement, pardon, avoir une partie qui était de l'innovation agroalimentaire. Donc, on a développé cette branche dans l'école de cuisine et maintenant, depuis mars 2023, nous sommes 100% innovation agroalimentaire puisque nous avons vendu la branche cours de cuisine pour s'installer que en innovation pure à Lyon. Ok. Donc d'abord tu es parti voilà, école de cuisine. C'était quoi le shift pour basculer de l'école à l'innovation culinaire? Alors, en fait, la proposition d'une start-up lyonnaise de les accompagner dans leur gamme au niveau gastronomique. Ils D'accord. étaient accompagnés au niveau scientifique pour créer leur gamme et ils cherchaient un chef pour les aider pour le côté organoleptique. Et donc, j'ai créé en collaboration avec un bureau d'études cette gamme. Et en créant cette gamme, je me suis dit, mais quel dommage, il n'y a aucune corrélation entre les cuisiniers qui sont inventifs, gourmands, créatifs, et l'industrie agro qui est obsédée par la microbiologie et la texture de la machine. Et il n'y a aucun pont entre ces deux, ou très rarement, pardon, entre ces deux univers. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire pour mettre du bon goût dans cette industrie et puis peut-être de l'innovation. Ok. Et alors, est-ce que tu peux justement nous en dire un petit peu plus du coup sur à qui vous vous adressez, qui sont vos clients et qu'est-ce qu'ils font qu'ils viennent spécifiquement chez vous? Alors, nos clients, c'est des PME, des startups, des grands groupes français, européens ou même africains du Nord ou de l'Ouest. Donc, les pays francophones, on travaille avec des pays francophones parce qu'on trouve que c'est déjà compliqué de se comprendre en français pour le goût, au moment où on ne veut pas avoir de marché autre que francophone. Et ils viennent nous voir parce que ben justement, dans notre équipe, il y a cette double casquette, à la fois cuisinier, gastronomique et ingénieur agroalimentaire. Donc, ce qui nous importe, c'est de créer des produits qui soient bien sûr industrialisables, qui soient safe au niveau microbio, mais qui aient bon goût pour qu'il y ait un acte de réachat de la part des consommateurs. D'accord. Donc tu parles oui il y a le côté sécurité, qualité qui est lié au fait que ce soit une industrie et puis en même temps le goût. Quelle idée fausse ou quelle a priori justement peut circuler un petit peu sur ton secteur d'activité ou sur ton métier? Bah, c'est que c'est vraiment des choses qu'on fait en laboratoire. Donc, peut-être que l'industrie agro est un métier où il y a que de, bah, justement, le goût importe peu ou les matières importent peu ou c'est quelque chose de caché. Alors que non, ça peut être inspiré justement par la cuisine du quotidien ou par les envies des consommateurs et on peut aller puiser des informations à l'extérieur. Donc, c'est un peu peut-être le secret de la formulation qui, bien Ouais. sûr, est très important, mais il n'est pas si secret que du mauvais côté. Voilà. C'est que, ok, c'est secret parce qu'on ne divulgue pas ce qu'on fait, mais dire que ça peut être des choses naturelles, éco-sourcées, avec une perspective d'avenir et pour la planète et pour le consommateur, et puis de bon sens aussi. J'aime bien le bon sens, moi. D'accord. Et quelle est la dynamique de ton secteur en ce moment? Bah, nous, on a une super croissance, hein. On a plus de 50% de croissance cette année dans notre activité. L'industrie agroalimentaire, depuis le Covid, doit se remettre en question. C'est une évidence, hein. Les modes de consommation ont changé. Les modes d'approvisionnement ont changé. La guerre en Ukraine nous a donné une petite leçon. Ouais. Il y a beaucoup de startups innovantes qui sont sur le marché, qui veulent changer le monde, hein. On est clairement dans un secteur d'activité où on a envie de changer le monde. Et une génération jeune qui a envie de changer le monde. Donc, c'est plutôt très dynamique Ok. et des continents qui sont là aussi. Et l'Afrique, on a beaucoup de clients africains, africains du Nord, parce que aussi ils ont des enjeux de population, de démographie, d'approvisionnement, donc et puis un manque technique dans ces pays-là, donc ils sont contents de se faire accompagner par
une entreprise française notamment. D'accord. N'oublions pas que nous avons une belle image gastronomique aussi, hein, la France et Lyon, n'en parlons pas. C'est vrai. Alors c'est une grande industrie, tu dis, qui est dynamique, avec des nouvelles tendances qui se remet en cause. Il y a pas mal d'acteurs. C'est quoi, vous, votre positionnement ou votre dynamique personnelle? Tu parlais de 50% de croissance, ça c'est pour ton entreprise, c'est le secteur en Oui. général? Non, c'est pour mon entreprise. Ok. Alors qu'est-ce qui fait, selon toi, que vous vous démarquez? Parce que j'imagine qu'il n'y a peut-être pas 50% de croissance sur le marché sur lequel vous Alors, évoluez. j'ignore la croissance du marché, ça, je peux pas. Ouais. Alors, nous, ben, parce qu'on fait de l'export déjà, je pense que nos confrères, ne sont pas forcément autant présents que nous à l'export. Et après, c'est un marché où il y a beaucoup, nous, la petite taille de notre entreprise, notre agilité plaît beaucoup parce que dans nos confrères, il y a beaucoup de gens qui sont des institutionnels. Donc, ils n'ont peut-être pas la même rapidité d'exécution que nous. Donc, c'est vrai que nous, 75% de nos clients, c'est des startups parce que je pense qu'on correspond à leur mode de fonctionnement. Mhm. Et d'accord, ouais. Et donc, tu parlais de effectivement Covid, guerre en Ukraine, donc changement peut-être alimentaire, changement d'appro, etc. Comment est-ce que vous, en interne, vous vous adaptez à ça? Est-ce que ça vous touche? Comment vous... Ah bah, ça nous touche forcément, puisque quand tu crées un produit, ben, tu garantis que les matières premières que tu approvisionnes sont disponibles. Donc, on a évidemment beaucoup de listes de fournisseurs d'ingrédients. Eh bien, alors, ce qui est intéressant avec la guerre en Ukraine, c'est qu'on a vu quand même des céréales qui étaient faites autrefois bah, dans les plaines de l'Est de l'Europe, rapatriées très rapidement en culture en France. Donc, ça, on trouve ça quand même assez génial. Bah, on se renseigne, on trouve des bases de données, on appelle. On est en veille permanente. Notre métier, c'est d'être toujours au courant de tout. Donc, c'est vrai qu'on a une grosse part d'informations à trouver. Ben, on s'adapte, mais comme les fournisseurs s'adaptent, parce qu'ils comprennent très bien que sinon ils vont mourir demain, quoi. Donc, Ouais. c'est vrai que nous, on a observé notamment un transfuge notamment des cultures céréalières des pays de l'Est à la France. Et si tu veux, c'est assez facile pour un agriculteur de transformer la saison suivante ce qu'il plante justement pour répondre aux besoins demandés. Tu vois, Ok. notamment pour la moutarde, qui est le premier fournisseur est canadien. Moi, il y a un gros problème sur la moutarde. Et ben, il y a de la moutarde qui commence à se réimplanter en France. Tu vois, je te donne un exemple, mais il y en a plein d'autres. Le colza, évidemment, a fait beaucoup de bruit. Ouais, et Mais en c'est en fait, mouvement d'accord, et permanent. on pourrait penser que c'est très long, mais en fait, contrairement à d'autres filières industrielles, c'est une saison, en fait, où... Ben, notamment quand c'est des choses que tu fais pousser. Bien, Ouais, oui, tu serais étonné de la réactivité des gens. Après, euh, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit à cause de l'Ukraine notamment, quoi. d'accord. Euh, donc là, on parlait des changements un peu conjoncturels. Comment est-ce que si on se projette sur un temps plus long, comment est-ce que tu vois, toi, ton entreprise évoluer? C'est quoi ton ambition pour Verifoodie? Alors l'ambition, c'est qu'on reste une entreprise de moins de 10 personnes, et d'avoir un réseau solide de clients. Mhm. Euh, Pérenne et redondant, si j'ai envie de te dire. Moi, c'est de rester une entreprise à taille humaine, c'est ce qui m'intéresse dans ma gestion d'entreprise. Moi, je fais aussi les prototypes avec mon équipe d'ingénieurs. J'aime être au courant de ce que je fais. Je fais ce métier par passion. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'agroalimentaire, la nourriture, la gastronomie. Donc, je gère cette entreprise parce que c'est ce sujet-là dont on parle. J'irai pas gérer une fabrique de tapis, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, je suis très passionnée et j'ai besoin que tous les matins, ce que je fais m'intéresse. J'apprends 10 000 choses par jour et ça, c'est indispensable chez moi. Mhm. Je gère 10 000 galères par jour, mais ça, ce serait... Bon, j'exagère un peu. Mais comme on a un métier qui est très incertain, puisqu'on crée tout le temps, on invente, on a beaucoup de facteurs qui viennent perturber nos recherches. Donc, j'aimerais tendre aussi à peut-être une entreprise avec plus d'outils qui me permettraient de reproductibilité sur certaines choses plus aisées. Voilà. Mais Ok, donc, on est en construction, en fait. Comme on a 50% de croissance, on accueille des produits et des dossiers différents tous les jours et des choses farfelues parfois, parce que ben, une innovation, ça peut être farfelu parce que veut son créateur. Eh bien, si tu veux, il faut un moment que tout ce qu'on acquiert comme nouvelles données techniques, on arrive à s'en resservir plus facilement. On a encore, tu vois, on a encore cette marche à monter, je trouve, pour être encore plus efficient, puisque notre métier, on vend du temps. Et ben, plus on est efficient, plus notre entreprise elle est rentable. ok.
Intéressant. On pourra rediscuter hors antenne de vendre du temps. Ça m'intéresse. Mm. Mais l'interview est courte. Quelle est toi, ta plus grosse valeur ajoutée en tant que dirigeante dans l'entreprise? Wow, ça c'est une bonne question. Bah, écoute, je pense la passion que je transmets à mon équipe et puis je pense l'intérêt technique que j'ai dans ces projets. Je pense que je suis un soutien à la fois technique et puis humain, parce que nous, on est très humaines, on n'est que des filles dans notre entreprise, hein, on trouve qu'on est plus efficace entre filles. Alors ça, c'était pas du tout un postulat de départ, mais il n'empêche que mon équipe est constituée que de filles. Ouais. Et donc, je pense que la valeur ajoutée féminine, intuitive et d'efficacité, puisque nous, dans un métier de faire, eh bien, c'est aussi ça ma valeur ajoutée. Ok, intéressant. Et donc, tu as eu, c'est ta deuxième entreprise, ou en tout cas, et les deux sont liés. Quel apprentissage tu as peut-être, ou quel est le plus gros apprentissage que tu as de ta première expérience entrepreneuriale et que tu mets en œuvre aujourd'hui? Euh, écoute, alors c'était deux entreprises qui n'avaient rien à voir. Une où c'était de la formation et de la répétabilité Ouais, et de l'accueil de personnes. Et l'autre, c'est de l'invention au niveau industriel. Qu'est-ce qui m'a servi? Ben, ce qui m'a servi, bien sûr, c'est d'avoir côtoyé pendant 18 ans des consommateurs de produits, puisque moi, je donnais des cours de cuisine, donc j'étais en lien direct avec des consommateurs, de savoir ce que les gens aiment, la tendance, etc. Donc ça me sert beaucoup encore dans mon métier aujourd'hui. J'ai de la chance d'avoir un scope très large avec tous les gens que j'ai côtoyés. Donc ça, c'est énorme. D'avoir encore des connexions avec des gens à l'étranger, puisqu'on accueillait beaucoup d'étrangers. Donc ça aussi, ça me permet de suivre aussi des innovations à l'étranger par ces gens-là. ouais, Mais c'est deux métiers qui n'ont rien à voir. d'accord. Sauf la C'est passion un de la apprentissage nourriture. sur toi aussi, sur ce que tu aimes ou sur. Voilà, et savoir que moi, la répétabilité, c'est pas forcément aussi ce qui me convient. Par contre, le contact avec des gens, c'est merveilleux. Apporter du plaisir par la cuisine à des gens, c'est ce qui me fait me lever tous les matins. Voilà, Ouais, pour moi, la cuisine, c'est la gastronomie, c'est le plus bel art qui existe et c'est la chose la plus belle que tu peux transmettre à aux générations futures, à tes enfants, enfin, au monde. Et pour moi, c'est vraiment voilà, un art incroyable. Et j'ai rencontré des gens pour qui la nourriture, c'était pas toute leur vie, mais les plus beaux souvenirs ou les plus belles émotions, qui sont les plus ancrées profondément au fond d'eux. Et ça, je trouve ça juste génial, parce que pour moi, c'est exactement la même chose. top. Si tu te croisais il y a 18 ans avant ta première expérience entrepreneuriale, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil ou qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Eh ben, je dirais, arrête de culpabiliser d'être une mère de famille et d'être une entrepreneur. Tu as le droit d'avoir et des enfants et une entreprise, et même c'est plutôt un bon format pour pouvoir élever tes enfants, parce que finalement, tu as la liberté que tu veux. De te faire bien entourer aussi pour pas avoir cette culpabilité permanente qui, moi, m'a beaucoup empêché d'avancer plus vite que je n'aurais voulu. D'être bien entouré par un coach, c'est-à-dire avoir des gens extérieurs qui te donnent leur vision des choses. Ça, je trouve que c'est extrêmement important. Et ensuite, de pas avoir ce côté féminin qui est très féminin, parce que moi, je fais partie d'un réseau de femmes chefs d'entreprise, donc j'en sais quelque chose, d'avoir ce syndrome de l'imposteur permanent que nous, on a les femmes et qui ne nous rendent pas plus qui nous freine beaucoup. Voilà. Donc, je ne ferai pas de syndrome de l'imposteur et ne pas être coupable d'être chef d'entreprise et mère et aimer être chef d'entreprise et aimer être mère. Ça aussi, je trouve que c'est important. On ne le dit jamais, on dit toujours, oh, mais il n'y a pas assez de femmes au comité de direction de toutes les entreprises. Je ne supporte pas d'entendre ça, parce que s'il n'y a pas de femmes peut-être au comité de direction des entreprises, c'est peut-être qu'elles ont choisi qu'elles ne voulaient pas y être, parce qu'elles veulent aussi avoir une vie riche d'autres choses. Et ça, personne n'ose le dire, mais moi, j'aime bien le dire. Cool. Eh ben, merci, merci pour ce message-là. Est-ce que tu as une actualité, un appel à l'action ou quelque chose que les gens qui nous écoutent pourraient faire pour toi? L'appel à l'action, oula, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que je pourrais dire aux gens qui nous écoutent? Je ne sais pas. Non, je ne vois pas ce que je pourrais leur demander de particulier, à part liker notre page LinkedIn, mais je trouve ça vraiment pas très chouette. Plutôt de nous donner des idées ou leurs envies peut-être sur les prochains développements
qui voudraient qu'on voit, peut-être que nous, on pourrait proposer à nos clients, parce qu'on est souvent force de proposition, est-ce qu'il y a des choses qui leur manquent ou est-ce qu'il y a des choses qui les agacent peut-être dans ce que la tournure que prend l'industrie agroalimentaire, par exemple. Je sais que, par exemple, il y a beaucoup de choses végétariennes qui sont développées, des steaks, etc. Bon, ça fait un petit moment, mais est-ce que ça convient aux gens? Est-ce qu'ils trouvent pas que c'est trop transformé? Je sais pas. Voilà. Est-ce qu'ils auraient quelque chose à dire sur l'avenir ou la vision qu'ils ont de l'industrie agroalimentaire? Ce serait toujours intéressant. Très bien. Alors, où est-ce que ces personnes-là peuvent te contacter? Bah, sur LinkedIn, s'ils veulent, par exemple, ou sur notre site internet, Très bien. On virefoodie.com. mettra tout ça en commentaire de l'épisode. Parfait. Merci beaucoup, Aurélie, d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, Benjamin. À bientôt. À bientôt.